On va parler des régimes totalitaires en comparant tout ce qu'on a vu sur l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, savoir les points communs. Alors tout d'abord, ce qui caractérise un régime totalitaire, je vous rappelle, un régime totalitaire, c'est un régime qui veut le contrôle de toute la société, le contrôle total sur la société et sur les individus, pour la transformer. En effet, c'est un régime dont les dirigeants, dont le pouvoir a une idéologie. Alors ce qu'est une idéologie, ce n'est pas des idées simplement. Une idéologie, c'est une grille de lecture du monde, c'est une manière de voir la réalité. Pour les communistes, c'est très simple, ce qui fait avancer l'histoire, c'est la lutte des classes, grosso modo l'opposition entre les exploiteurs et les exploités, les dominés, les dominants, les riches, les pauvres, etc. Et il faut se mettre fin à la lutte des classes pour réaliser le communisme, qui sera la société parfaite, égalitaire, où tout le monde sera heureux. Pour les nazis, alors, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que c'est autant le communisme est un égalitarisme, c'est-à-dire qu'il vise l'égalité absolue entre tout le monde. Chez les nazis, c'est au contraire une inégalité fondamentale, il y a une hiérarchie des races, rappelez-vous ce qu'on a vu sur l'idéologie nazie, et tout en haut, vous avez la race allemande, l'arien, entre guillemets, enfin, je mets des guillemets, ça va sans dire, hein, ce que je dis. Donc vous avez tout en haut la race aryenne qui est pure, qui est la race des seigneurs, qui doit dominer et écraser toutes les autres, et ensuite, vous avez les races qui doivent lui être soumises et celles qui doivent être éliminées, comme les juifs, les tziganes, ceux qui sont considérés comme, en gros, c'est même pas inassimilable, mais inutilisables, qui ne peuvent pas être au service des Allemands, des Aryens. Donc c'est vraiment une vision totalement raciste et très hiérarchique de l'humanité. Il y a une pyramide, en haut vous avez la race aryenne et elle doit dominer les autres et tout doit lui être soumis. L'idée est idiote, mais en gros, c'est l'idée selon laquelle la race la plus forte doit dominer et écraser toutes les autres. Donc ça se veut conforme à la loi naturelle. D'accord ? Rappelez-vous, Hitler dit la nature a fait les Aryens les plus puissants, donc ils doivent dominer dans l'ordre politique. Alors, pour réaliser le paradis, entre guillemets, que promettent ces idéologies et ces utopies, eh ben, il faut éliminer des boucs émissaires. C'est-à-dire que si le monde n'est pas parfait, c'est parce qu'il y a des gens dont l'existence empêche le paradis d'exister. Donc eux, ce sont les agents du mal, en gros. Alors pour les soviétiques, ce sont les bourgeois, les possédants, les capitalistes, les koulaks. Rappelez-vous, les koulaks sont les paysans qui avaient simplement 3 vaches ou 2 champs. Hein. Bref, les aristocrates, etc. Tout ce qui s'oppose à eux, ils sont désignés comme étant les ennemis et il faut physiquement, je veux dire littéralement, les éliminer parce que tant qu'il y en aura, le paradis n'existera pas. Pour les nazis, c'est très simple, ce sont les étrangers, les gens différents, bref, tout ce qui est défini, tout ce qui est en dessous dans la hiérarchie des races, et tout ce qui s'oppose, avec quand même évidemment une obsession particulière vis-à-vis des juifs, puisque les nazis considèrent que les juifs sont comme un cancer qui vient salir et contaminer la race allemande, donc ils sont la plus grande menace, parce que si on ne met pas en place des lois et si on n'y veille pas, eh bien ils s'infiltrent, d'accord, et en fait on n'arrive pas à les distinguer. Donc, d'où l'obsession particulière des Allemands pour les séparer et les éliminer. Dans les deux cas, on a un culte du chef, c'est-à-dire que le chef est considéré comme absolument génial et omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, il sait ce qui est bon, et il ne s'agit pas de discuter ses ordres ou quoi que ce soit. Donc une propagande va mettre en place ce culte du chef et on devra l'adorer comme un dieu, et évidemment exécuter le moindre de ses ordres ou de ses désirs et être prêt à mourir pour lui. Alors tous les ennemis, évidemment, ils sont envoyés en camp. Tout ce qui s'oppose et tout ce qui empêche l'application du programme et l'application de l'idéologie se traduit automatiquement par des camps. Tous les régimes totalitaires commencent par créer des camps pour envoyer d'abord les opposants réels, c'est-à-dire ceux qui étaient démocrates, par exemple, en Allemagne, socialistes, etc. Ou en URSS, tous ceux qui s'opposaient aux communistes. Et puis ensuite, les camps, on va les remplir de gens qui ont commis des crimes imaginaires. Mais c'est tous ceux que vous comprenez, ces régimes se nourrissent à la haine. Pour faire l'union du peuple, ils ont besoin de haïr en commun un adversaire. Et donc, au bout d'un moment, une fois qu'on a éliminé tous les juifs, tous les propriétaires, etc., et que le paradis n'est pas là, il faut continuer à le justifier. Donc, on va toujours trouver des gens qui seront boucs émissaires et sur qui on fera porter la faute. Et eux iront dans les camps de travail où ils seront progressivement éliminés. Les camps sont indissociables. Les camps, c'est là où on met tous ceux qui empêchent le paradis d'exister, et on les met là soit pour les éliminer, soit pour les exploiter jusqu'à ce qu'ils meurent, soit pour les rééduquer.
Pour faire assurer l'ordre, il faut une police politique. NKVD en URSS ou alors Gestapo en Allemagne nazie. Le rôle d'une police politique, souvenez-vous, c'est quelque chose de très particulier. Bon, la police normale, elle arrête les gens qui ont fait des crimes. C'est-à-dire qu'on pas respecté la loi. D'accord, vous commettez un crime, un vol, etc. Vous pouvez être arrêté par la police. Le but de la police politique, c'est très différent. C'est de traquer les opposants réels ou fantasmés, c'est-à-dire ceux que le régime désigne comme étant les mauvais, même si les gens n'ont rien fait. Elle traque les gens selon leurs pensées ou selon simplement leur existence. Donc son but, c'est pas d'arrêter les voleurs ou les assassins, mais d'arrêter tous les gens dont le régime dit « ceux-là sont le mal ». Il faut mettre la société en ordre et montrer qu'on réalise l'harmonie, la fusion et le bonheur. Donc on embrigade les masses, c'est-à-dire les individus. Évidemment les plus jeunes, dans les deux cas on a des organisations de jeunesse, avec les jeunesses hitlériennes en Allemagne nazie, et les Komsomol, les jeunesses communistes en URSS. Et dans tous les cas on fait défiler la population, on l'embrigade, c'est-à-dire qu'on la fait défiler comme à l'armée, on la lobotomise, et dans tous les cas on détruit l'individu, parce que l'individu menace toujours le groupe. Le seul parti autorisé, c'est toujours le parti unique, le parti du dictateur ou du tyran. Et dans tous les cas, vous regarderez cette affiche, c'est une affiche d'époque qui s'opposait justement à la fois au nazisme et au stalinisme, et qui voyait tous les points communs qui existaient. Alors cette propagande et cette utopie, elles ont commencé à se réaliser, et notamment il y a eu un moment assez incroyable avant la Seconde Guerre mondiale, qui est l'exposition internationale des arts et techniques de Paris, c'est un peu l'équivalent de l'exposition universelle, où chaque pays, c'est comme une foire internationale, où chaque pays venait créer un bâtiment pour montrer les grandeurs de ses réalisations, l'avancée de sa science, ses progrès techniques, etc. Et à Paris, en 1937, face à face, se sont retrouvés le bâtiment de l'Allemagne nazie et le bâtiment de l'Union soviétique. Alors il est célébrissime, ce bâtiment soviétique, parce que tout en haut, il y avait une statue gigantesque, qui s'appelait l'ouvrier et la kolkhosienne, et donc qui était une statue immense qui était censée montrer l'union et la fusion des kolkhosiens, donc du monde paysan et des ouvriers, donc du monde industriel. Et dans les deux cas, c'est l'union des travailleurs et la suppression vers l'avant. Vous voyez, ils s'avancent pour réaliser un avenir radieux et merveilleux, et ils ont éliminé, on comprend, les parasites. Alors vous voyez entre ce bâtiment énorme et la taille de cette statue, c'est une photo d'époque, vous voyez un peu la taille des gens. Il s'agit vraiment d'exalter et de montrer la grandeur de l'Union soviétique. Le bâtiment nazi, il va être plus haut, même si la statue de l'aigle avec la croix gammée est moins imposante que celle de l'ouvrier et de la kolkhosienne. Mais ce qui compte, c'est au pied, là. Ce que vous voyez, ces statues. Et qu'est-ce qu'elles sont, ces statues ? Eh bien, ces statues, ce sont des statues de ces hommes nouveaux que prétend régénérer ou créer Hitler, à savoir les Aryens, et les nouveaux Allemands, qui sont effectivement des grandes brutes blondes conformes à ces délires raciaux. Et il faut voir que 2 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale, effectivement à Paris, qui était une des dernières démocraties d'Europe, se faisaient face les soviétiques et les nazis, et leurs utopies qui ont tenté des gens à l'époque. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disaient, la démocratie, si vous voulez, c'est toujours quelque chose qui est insatisfaisant, parce que ça réalise jamais le bonheur, il y a toujours des défauts. Et on a toujours tendance à considérer que l'herbe est plus verte chez le voisin, et beaucoup de gens regardaient le régime nazi ou le régime soviétique en disant voilà ce qu'il faudrait faire. Finalement, il y a de l'ordre, ils se faisaient intoxiquer plus ou moins volontairement par la propagande de ces régimes en disant eux au moins il y a de l'ordre, il n'y a pas de délinquance, ça avance, il n'y a pas de chômage, ils ont l'air heureux, etc. Cette folie, elle était vraie à l'époque, elle le sera toujours. Alors ils avaient aussi des projets, là ces 2 régimes totalitaires qui étaient des projets de créer des grandes capitales. Alors là vous voyez Adolf Hitler avec Albert Speer, qui était son architecte principal, à qui il avait confié les plans de la future capitale du Reich, qui devait s'appeler Germania. Elle n'a jamais été faite, mais il s'agissait de créer une nouvelle ville, bien plus grande que la Rome antique, bien plus belle, et qui serait la capitale du monde de l'avenir, si vous voulez, du monde nouveau créé par le régime nazi, qui remplacerait Berlin. Alors on n'a que des maquettes, elle n'a jamais été faite. En URSS, il y avait aussi des projets de nouvelle Moscou. Vous voyez ici Staline en architecte, il tient un rouleau en bâtisseur. Sauf que ils avaient des projets absolument délirants avec un palais des soviets et un palais du peuple qui devait faire des centaines de mètres de haut
pour montrer évidemment le bonheur et la puissance du régime, et le bonheur sur Terre, la réalisation. Dans les faits, ils se sont contentés, entre guillemets, de 7 bâtiments absolument incroyables qui ont été construits après la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle les 7 sœurs de Staline. Vous pourrez aller voir là-dessus sur Wikipédia, il y a une page assez détaillée. Mais ça montre qu'aujourd'hui, on a des traces de ces rêves où ils ont réalisé dans leur folie architecturale et leur utopie, c'est-à-dire leur désir de créer un monde parfait, ils ont créé quelques bâtiments en disant regardez, c'est ça l'avenir. Bon, évidemment, ça n'a pas été plus loin et ça s'est traduit par des choses monstrueuses. Alors voilà la trace écrite. Régime totalitaire vers une nouvelle société. Bon, bah en Allemagne, j'ai mis l'Allemagne nazie en bleu, l'Union soviétique en rouge. Et donc on a les points. Alors là, le thème, un culte du chef, et puis chaque lettre chaque couleur qui correspond pour comparer. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.